Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre série d'apprentissage gratuit sur la série de guérison dans la muqueuse intestinale et les nouvelles thérapies pour les MII. Mon nom c'est et je suis la gérante des programmes de patiente et d'évaluation chez Crohn et Colette Canada. Débuter avec le webinaire, nous allons passer au travers des logistiques techniques. Premièrement, cet événement est offert en anglais et en français. Si vous aimeriez écouter en français, s'il vous plaît, sélectionnez l'interprétation. C'est le globe que vous pouvez trouver sur la barre d'outils de Zoom. Sélectionnez le français comme votre langue de préférence. Si vous aimeriez poser une question, s'il vous plaît, utilisez la boîte Q&A qui se trouve sur le bord de menu Zoom. Si vous levez la main, malheureusement, on ne pourra pas enlever le micro sur la sourdine. Utilisez les questions-réponses et nous allons passer les questions et les réponses à la toute fin. Si vous expérimentez d'autres sortes de problèmes techniques durant l'événement, essayez de rafraîchir le URL ou de relancer le webinaire Zoom. Vous pouvez aussi faire des commentaires dans le QA et nous allons faire un suivi. J'aimerais commencer à reconnaître l'héritage des peuples autochtones du Canada. D'un bout à l'autre du pays, nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les peuples inuits, métis et les autochtones qui vivent sur ce territoire. Les Inuits, les métis et les Premières Nations qui vivent sur ce territoire. Fournir aussi un avertissement, un rappel pour ceux qui se sont joints à nous dans le passé et pour ceux qui se joignent avec nous pour la première fois. Les matériels contenus dans cette présentation de Crohn et Colette Canada est destiné à des fins éducatives seulement. Ils ont une valeur générale et peuvent ne pas s'appliquer à des situations, certaines médications précises. Les ressources en ligne ne remplacent pas le jugement et les soins personnalisés d'un professionnel de la santé qualifié. Donc, on va faire de notre mieux de répondre à toutes vos questions ce soir et encore une fois durant le temps de questions-réponses. Et si on ne peut pas, à cause de la nature des questions, nous vous laissons savoir. J'aimerais aller partager notre promesse avec vous. Encore une fois, pour ceux qui se joignent à nous de d'autres webinaires dans le passé, vous n'êtes pas familiers, mais Crohn et Colette Canada, leur promesse, c'est de trouver, guérir la maladie du Crohn et colite ulcéreuse et améliorer la vie des enfants et des adultes touchés par ces maladies chroniques. Merci beaucoup, encore une fois, dans votre intérêt d'être ici ce soir et les initiatives de Crohn et Colette Canada. Si vous êtes aussi près que nous de faire la différence de la vie de ces gens, marquez vos calendriers pour notre Gutsy Walk qui aura lieu partout au Canada dimanche le 4 juin. C'est vraiment une belle opportunité de voir la communauté venir à vie et de montrer votre soutien pour une bonne cause, que vous choisissez de créer une équipe ou de marcher individuellement avec vos amis, la famille. Votre participation vous aidera à amasser des fonds pour la recherche et les services de soutien, un impact réel dans la vie des gens qui sont affectés par le MII. Vous pouvez vous inscrire pour participer ou faire un don pour soutenir notre mission chez gutsywalk.ca et aussi scanner le code QR pour ceux qui utilisent le téléphone qui sont sur l'écran ici. Et c'est vous, quelqu'un que vous connaissez avec la maladie de Crohn ou colite ulcéreuse, nous vous encourageons à consulter notre événement bimensuel de soutien des Gutsy Walk. C'est des séances virtuelles qui offrent l'occasion de se connecter avec les autres personnes qui comprennent c'est quoi de vivre avec la maladie inflammatoire d'intestin et d'obtenir des conseils. Donc, nous avons plusieurs sessions à venir disponibles en anglais et en français, y compris le 26 avril, le 10 mai, le 23 mai en anglais et le 16 mai et le 6 juin en français. Si vous visitez le site web Crohn et Colette Canada, Gutsy Support, ou si vous scannez le code QR ici, vous allez directement aux événements à venir et plus d'informations sur comment s'inscrire et sur le site web. En plus de ce soir, nous avons quelques autres événements qui vont arriver bientôt en mai et plus tard en septembre. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur votre maladie de Crohn et colite avec des thérapies naturelles et complémentaires, je vous encourage certainement d'y être présent si vous visitez le site web crohnecolite.ca/GLS. L'information est là. Vous pouvez scanner le code QR sur l'écran.
Ouais, l'information d'aujourd'hui et de toutes nos séries d'apprentissage GOTSI sont accessibles sur ce site web chronecolite.ca/gls ou sur le YouTube à GetGotsy et vous allez pouvoir avoir accès à l'enregistrement de cette présentation demain et il sera envoyé par courriel aussi. Encore une fois, un rappel, si vous souhaitez écouter le webinaire d'aujourd'hui en français, veuillez sélectionner l'icône du globe d'interprétation dans la barre du menu Zoom et sélectionner le français maintenant. Commençons avec la présentation et je suis ravi aujourd'hui de vous introduire notre invité, Dr. Remo Paccioni, qui est un expert dans le MII. Donc, nous sommes vraiment ravis de l'avoir ici avec nous pour partager des choses intéressantes sur des thérapies émergentes. Le docteur Remo Paccioni est vice-doyen des admissions en médecine à l'Université de Calgary et professeur de la faculté de médecine à la Cummings School of Medicine. Il est également gastro-entérologue, il est directeur des maladies inflammatoires de l'intestin et directeur de recherche à la division gastro-entérologique et hépatologie. Le Dr Paccioni a reçu le prix du médecin de l'année et Crohn et Colite Canada en 2020. Il est également scientifique principal du réseau pour promouvoir l'accès et le soin par l'entremise des centres d'excellence de Crohn et Colite Canada et membre de notre groupe de travail sur la COVID-19. Il a été reconnu comme un des Clarivate Research Scholars pour avoir été cité dans le top 1% des chercheurs cités dans le monde de 2020 à 2023. Dr. Paccioni de plus de 500 articles évalués par les pairs, y compris des publications dans les revues telles que le New England Journal of Medicine et Nature. Ses intérêts de recherche portent sur le domaine de les thérapies innovantes, les thérapies biologiques et la présentation des soins. Nous sommes honorés qu'il se joigne à nous ici ce soir pour partager son expertise. Merci, Dr. Paccioni. Donc, merci, Sarah, pour la belle introduction. Je vais partager mon écran maintenant. Donc, de tout ce que nous faisons dans nos vies, je pense que l'une des choses les plus agréables que nous faisons est évidemment de prendre soin des patients. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous sont allés en médecine. Donc, malgré que ma carrière professionnelle soit diversifiée au fil du temps, rien ne remplace ce que j'appelle ma clinique de MII du lundi. Car les patients que nous voyons tous les lundis sont certainement l'inspiration pour nous de faire mieux, pas seulement en tant que clinicien et chercheur. La deuxième chose que j'aime à propos du lundi, c'est vraiment l'occasion d'éduquer les patients, parce que les patients qui sont éduqués sont responsabilisés et j'espère que vous allez obtenir de l'éducation, que cette éducation va vous permettre de vous autonomiser et d'aller de l'avant lorsque vous continuez votre parcours ou le parcours d'un bien-aimé et pour quelqu'un qui souffre d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc aujourd'hui, ce que CCC m'a demandé de discuter, c'est vraiment ce concept de guérison de la muqueuse intestinale et de la façon dont ça rapporte non seulement à l'évolution de ce concept, mais aussi aux nouvelles thérapies pour les maladies inflammatoires de l'intestin. Et pour ceux d'entre vous qui m'ont déjà entendu parler, je participe à des essais cliniques et ce que je fais, c'est j'essaie de développer des nouvelles thérapies avec mes collègues globales pour améliorer la vie des patients. Et nous sommes certainement dans un âge d'or des thérapies contre les MII. Il y a plusieurs de nouvelles thérapies qui viennent d'être lancées maintenant ou qui sont à l'horizon. Et ça se montre bien pour tout le monde. Je vais présenter ce soir, je vais vous enseigner c'est quoi l'intestin ou la muqueuse intestinale. Nous parlerons un peu de la façon dont les MII endommagent la muqueuse. Puis nous expliquerons pourquoi la guérison des muqueuses est importante pour vous en tant que patient individuel et quelles sont certaines des stratégies que nous pouvons utiliser pour promouvoir la guérison des muqueuses. Puis nous vous parlerons de certaines de ces nouvelles thérapies passionnantes. Puis nous terminerons en répondant aux questions du public. Donc on va commencer par une question de sondage que le CCC a monté. Donc, la première question. Comment évaluerez-vous votre connaissance actuelle des médicaments utilisés pour traiter la maladie de Crohn et colite ulcéreuse? Donc, 0, pas du tout, jusqu'à 10, extrêmement familier avec le sujet.
OK. Bon, c'est un peu partout. Il y a à peu près 20 à 40% des gens qui sont assez connaissants et d'autres qui sont moins. Juste pour nous ancrer, je crois que c'est vraiment important en tant qu'individu, en tant que patient individuel, d'encore une fois trouver autant d'informations que possible, surtout en termes de médicaments, d'avoir ce dialogue continu avec nos soignants pour que nous puissions avoir autant de connaissances que possible. Pour répondre à la première question, qu'est-ce que la muqueuse intestinale? Bon, en termes simples, c'est vraiment la muqueuse de votre intestin ou qui est ce que la muqueuse. Et c'est là de vos gencives jusqu'aux fesses. Il y a d'autres euh, lignes qui sont appelées des muqueuses dans le corps et ils résident dans les voies respiratoires ou les voies urinaires. Mais évidemment, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la muqueuse intestinale. Donc, c'est une sorte de diagramme anatomique et évidemment, vous n'avez pas besoin de connaître tous les termes ici, mais il suffit que la muqueuse elle-même a plusieurs couches. Il y a épithélium qui est fait de cellules et c'est vraiment ce que nous voyons lorsque nous faisons par exemple une colonoscopie. Il y a une autre couche qui s'appelle la lamina propria et puis il y a cette couche mince musculaire qui se trouve également dans la muqueuse. Il s'agit d'une couche microscopique. La muqueuse elle-même est une des multiples couches de l'intestin que vous avez dans l'intestin. Vous avez une couche dessous qui s'appelle la sous-muqueuse et puis vous avez une couche musculaire sous la sous-muqueuse. Ensuite, ce qu'on appelle l'enveloppe de l'intestin ou la séreuse. Et donc, lorsque nous regardons avec l'endoscopie, ce qu'on voit, c'est seulement l'intérieur, mais quand on a d'autres tests comme les échographies, tomodensitométrie ou des IRM, ils peuvent voir toutes les couches de l'intestin à côté de la muqueuse et nous y reviendrons un peu plus tard. Hein. Parce que la muqueuse est cette paroi interne hein, qui est juste à côté du lumen, hein, où du trou dans l'intestin où tout le contenu se trouve. Il y a plusieurs fonctions importantes et nous allons passer en revue certaines de ces fonctions. Donc, à la gauche, le dessin qu'on voit, c'est à quoi ça ressemble lorsqu'on est en direct et on prend une biopsie des spécimens, un spécimen chirurgical. Mais en haut, à droite, c'est vraiment quand on prend une biopsie. Ce qu'on peut voir, je vais me mettre à mon pointeur ici. Si vous regardez ici, ce que vous pouvez voir, ces petits carrés, si on veut, c'est les premières cellules que vous pouvez voir. Hein. Et ensuite, on peut voir les couches plus profondes de la mucosa lorsqu'on prend des biopsies des tissus. Une des questions que nous avons dans la pratique, souvent, pourquoi qu'on prend une biopsie? Et souvent, on prend des biopsies pour voir si on peut voir l'inflammation à l'intérieur de la biopsie. Des fois, l'inflammation peut être microscopique et pas visible à l'œil humain au travers de l'endoscope. Je veux que vous puissiez vous servir de ce terme inflammation parce que ça va revenir un peu plus tard dans la discussion. Comme j'ai dit, la mucose a beaucoup de fonctions importantes. Vous n'avez pas besoin d'être un médecin pour apprécier à quel point ces fonctions sont importantes pour votre vie quotidienne. Donc, il y a une barrière fonction qui est là et c'est comme une barrière à l'entrée des substances aptogènes qui peuvent stimuler le système immunitaire. Donc, semblable à votre peau, vous pouvez imaginer que vous avez un risque augmenté d'infection. Et ça a un risque d'être endommagé. Donc, cette fonction, cette barrière est vraiment, vraiment importante. Nous allons en parler. Donc, des fois, si vous pensez en termes communs, lorsqu'on parle d'un leaky gut, ça décrit le concept de cette barrière lorsque la mucose est blessée. Et aussi, c'est important
fonction immunologique, donc les cellules qui font les couches de la mucose sont vraiment la première ligne de défense du corps dans notre système immunitaire. Donc, tout ce qui est là, dans notre intestin, la bactéria, les antigènes, les résultats de fumée, les médicaments et tout ça qui est à l'intérieur est vraiment senti par ce système immunitaire qui fait la mucose. Il y a aussi une fonction sécrétoire, dépendant où vous êtes, les enzymes digestives, des anticorps locaux de la mucine et de l'acide chlorhydrique qui facilitent la digestion de la nourriture que vous mangez tous les jours. Donc, si cette fonction sécrétoire ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas absorber les les aliments que vous mangez tous les jours après avoir digéré le tout, parce que le facteur sécrétoire de la mucose a cet facteur d'absorption. Donc, ça a absorbé les aliments digérés, que ce soit les glucides, l'eau, les protéines, les vitamines, les minéraux et les électrolytes. Donc, si vous prenez ces 4 fonctions clés de la mucose, vous pouvez voir que si la mucose ne fonctionne pas correctement, il pourrait avoir un prix à payer. Maintenant, l'autre chose qui est importante, j'en ai parlé un peu de les barrières et la fonction de barrière vient dans différents aspects. Donc, une barrière chimique qui est vraiment la mucosa, qui sécrète des choses, qui va repousser les bactéries, etc. Il y a cette barrière physique qui a besoin d'être intacte physiquement, comme la peau, les murs ont besoin d'être intacts pour garder les choses à l'extérieur, les choses à l'intérieur, et cette barrière immunologique. Mais de plus en plus de recherches à l'extérieur du MI, on pense que cette barrière est tellement importante, non seulement pour la maladie de l'inflammation, mais d'autres maladies aussi. Maintenant, on commence à reconnaître que la mucose qui est blessée amène un risque, la maladie du cœur, les diabètes, et même dans les poumons, et même récemment des maladies comme la Parkinson's. Donc la mucose, c'est tellement important pour aider au bien-être. Et lorsque ça se brise, ça peut amener à plusieurs maladies. Donc, comment les MI endommagent-elles la mucose? Et c'est important à comprendre parce que là, ça va être pour qu'on utilise certaines thérapies pour contrôler l'inflammation, contrôler le système immunitaire et réparer la muqueuse. Donc, probablement que vous avez vu ce type de diapo dans une des présentations que vous avez déjà vues. Si on pense à qu'est-ce qui fait, ce qui contribue à ce qu'on appelle les pathogènes, ou qu'est-ce qui cause la maladie inflammatoire, il y a des composantes génétiques et multiples gènes qui ont été identifiés. À notre connaissance, probablement que ça fait seulement un petit pourcentage. Il y a une composante environnementale, des différentes choses comme la fumée, la diète, qui probablement joue un rôle et que l'interaction entre la génétique et l'environnement peut apporter à briser la barrière intestinale dont j'ai déjà parlé. Et une fois que ça arrive, que vous avez cette première ligne de défense qui est partie, alors votre système immunitaire est stimulé et vous avez le déséquilibre. Et le déséquilibre amène l'inflammation. L'inflammation va briser la muqueuse. Et c'est un cercle vicieux. Lorsqu'on parle de thérapie, on peut s'imaginer qu'on ne peut pas rien faire à propos de la génétique individuelle. On ne sait pas pour un individu en particulier ce que ce déclencheur environnemental ou ce facteur qui peut pousser l'inflammation ou leur maladie d'inflammation. Et une fois que cette mur intestinal est brisé, que c'est stimulé pour amener l'inflammation, pense à l'inflammation comme un feu et qui se perpétue et dans la muqueuse
qui est comme une forêt, vous commencez à brûler la forêt et vous avez ce cycle vicieux. Quand on pense à contrôler tout ça, on essaie de contrôler le système immunitaire ou affecter pour qu'on puisse briser ce cycle de cette façon. La muqueuse peut se réparer au fur et à mesure qu'on essaie d'éteindre ce feu. C'est pour cette raison que lorsqu'on parle d'une variété de thérapies et d'individus souvent demandent OK, la diète, etc. La diète maintenant est plus sur cet environnement, changer les choses qui commencent à être le moteur de tout ça. Mais si vous regardez toutes les études, chez les études adultes, la diète à elle seule n'a pas eu un grand impact parce que ça n'était pas le forêt. Bon, voici comment c'est compliqué. Il y a quelques aspects qui sont ici qu'on peut cibler. Et on va parler de ces drogues plus tard aussi. Bon, c'est ici, c'est une diapo qui nous démontre les étapes dont on a déjà décrit. On va passer par-dessus ça aussi. Je vais vous montrer des images maintenant, possiblement que vous avez déjà vu vos images endoscopiques et quelques-uns possiblement ont été éveillés durant les procédures endoscopiques et que vous avez pu voir tout ça en direct. Mais je veux vous donner des exemples de ce qu'on voit et c'est quoi la muqueuse, à quoi ça devrait ressembler ou que les intestins devraient ressembler. Donc, ici, voici comment nous voyons la maladie inflammatoire. On vous voit en tant que patient avec des symptômes et on veut rentrer à l'intérieur et on regarde les intestins, dans les intestins, ce à quoi ça devrait ressembler. On peut voir que c'est lisse, c'est brillant. Vous pouvez voir que les petites lignes rouges qui ont l'air des arbres, c'est les vaisseaux sanguins. Et on devrait pouvoir voir ces vaisseaux sanguins. Et si l'intestin est en pleine santé, on devrait bien voir. Malheureusement, lorsqu'on développe la maladie de colite ulcéreuse, vous pouvez ressembler à l'image soit à la gauche, qui démontre que maintenant, vous pouvez voir tous ces vaisseaux sanguins qu'on ne peut plus les voir. Et vous pouvez apprécier le fait que ce n'est plus aussi lisse, il y a des bosses, c'est enflammé, et en fait, c'est les intestins, la partie blanche ici, et qui a de l'ouverture et ça coule. Ici, à la main droite, ce que vous pouvez voir, c'est longue. C'est dommage aux intestins, c'est ce qu'on voit typiquement chez les patients qui ont la maladie de Crohn. Donc, à la droite, c'est le colite ulcéreuse. Et à la gauche, c'est la colite ulcéreuse. Donc, les intestins ne peuvent pas rester comme ça pour une longue période de temps parce que ce n'est pas supposé de ressembler à ça. Et une chose qui nous surprend toujours, et c'est un enseignement important ici. Le premier enseignement ici que je veux que vous puissiez retenir ici, c'est que vous pouvez être complètement asymptomatique. Vos symptômes peuvent être complètement normaux et que si vous avez le MII, votre intestin peut quand même ressembler à ceci. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous grattez la tête et vous dites c'est impossible, comment est-ce que ça peut ressembler aussi magané et d'avoir aucun symptôme. Nous savons que dans 40 à 50 des cas, c'est le cas. Les patients arrivent, ils n'ont pas de symptômes pour suggérer que leur maladie est active. Mais si on regarde, et ça ressemble à cela ici. Mais souvenez-vous, vos symptômes ne sont pas toujours en train de nous dire l'histoire complète. Si vous avez des dommages dans votre muqueuse et vis-à-vis si le MII est actif ou non. Donc, c'est une image que la plupart des patients ne veulent pas voir, qui est des images d'instruments d'évaluation qui nous permettent de voir la muqueuse. Donc, si vous voulez savoir à quoi ressemble votre muqueuse, bon, le standard pour voir si la muqueuse est en santé, le standard, c'est de faire une évaluation endoscopique, une évaluation endoscopique. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de vraiment savoir
Est-ce que ça veut dire que vous avez besoin d'une endoscopie 3-4 fois par année? Absolument pas. Donc, la deuxième chose que je veux que vous puissiez se souvenir, c'est que d'autres façons, autrement que nous, qui regardent, qui peut nous donner l'idée si la muqueuse est en santé ou non. Donc, la première, symptôme ne dit pas si la muqueuse est en santé. La deuxième, c'est qu'il y a d'autres choses que nous pouvons faire pour nous dire que la muqueuse est en santé. Donc, pourquoi les thérapies ou d'essayer de cibler la mucose et la guérison intestinale? Bon, je crois que la plupart d'entre vous, probablement que vous auriez deviné la première chose que je vais dire. Si la mucose a toutes ses fonctions importantes, alors ces fonctions sont perturbées et si la muqueuse est malade ou maganée, vous pouvez imaginer que la première chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut que la muqueuse en soi puisse guérir, que nous puissions restaurer ces fonctions, que ce soit la fonction de barrière, la fonction immunologique, la fonction sécrétoire ou la fonction absorptive. Et ces fonctions sont importantes pour stimuler les symptômes que vous avez. Donc, l'absorption, vous pouvez vous imaginer, on ne peut pas absorber les nutriments et on va perdre du poids parce que la mucose est maganée, on ne peut pas l'absorber. Les fonctions sécrétoires, des fois, est liées aux symptômes de la diarrhée et en plus de tout ce que vous avez avec l'inflammation. Mais à part de ce concept assez facile de donner la mucose de la santé pour qu'elle puisse performer tous ses devoirs et ses fonctions importantes, maintenant, nous avons la preuve de multiples sources que si on peut prendre un patient individuel et de prendre l'intestin, la guérir, qui est associé avec plusieurs bienfaits, pour plusieurs patients, ça va réduire l'hospitalisation. Ce qu'on fait dans les maladies de Crohn, ça réduit la chance d'aller à les opérations chirurgicales. Crohn ou colite ulcéreuse, ça réduit la chance, en fait, d'endommager la réduction de dommages intestinaux. Si la mucose peut être mieux, je peux réduire le nombre d'inflammations que vous allez avoir et ça augmente les chances de rester en rémission symptomatique dans le temps. Et à cause de ça, en fait, ça réduit l'impact que votre maladie peut avoir sur votre travail et vos activités de loisirs. La mucose est très, elle pardonne facilement, mais elle peut pardonner seulement jusqu'à un certain point. La façon que je l'explique à mes patients dans ma pratique, quand on pense aux dommages de la mucose, je vais retourner à la peau. Lorsqu'on a une inflammation dans une maladie ou une inflammation, c'est comme se couper sa peau. Et si on avait une inflammation, qu'on peut se remettre en rémission, on peut guérir la mucose, c'est comme avoir une coupure sur la peau. La plupart d'entre nous, on va guérir assez bien, possiblement qu'on ne verra pas la cicatrice plus tard. Mais vous pouvez imaginer que c'est dans la même région, parce que le MI revient dans les mêmes régions. Si vous endommagez à répétition ce domaine comme se couper exactement à la même place, ce qui arrive dans le temps, c'est que cette région est endommagée et cicatrisée. Et c'est ce qui amène à ce qu'on appelle la nature progressive de la maladie. Donc, nous savons que si on peut guérir la muqueuse, ce n'est pas endommagé pendant un long moment, on peut décroître le dommage qui est fait aux intestins. Donc, une des plus grandes choses lorsqu'on traite le MII, c'est la reconnaissance que nous avons besoin d'essayer de cibler la muqueuse et de guérir la muqueuse et d'arriver ici, arriver à la guérison muqueuse. C'est cette cible ou ce but, nous allons en parler un peu, qui vraiment va apporter ce qu'on appelle la modification à long terme de la maladie. C'est vraiment la seule chose qui a été démontrée maintenant qui peut amener à tous les points positifs, les effets positifs. Et c'est pour cette raison que c'est important d'être éduqué sur le sujet. Ce que je fais dans ma propre pratique clinique, j'essaie d'utiliser des analogies, je vais en apporter ici.
Donc, il y a d'autres maladies chroniques où il y a la disconnexion entre les patients qui ont des symptômes de leur maladie et les patients qui ont le contrôle sur leur maladie. Donc, la diabète, par exemple, est un bon exemple. Dans les patients avec la diabète, plusieurs patients avec la diabète n'ont pas des symptômes physiques après avoir reçu le diagnostic. Mais l'endocrinologiste ou le médecin familial ne regarde pas la diabète pour te demander les symptômes. Ils ont une cible. Ils savent, et c'est sur la diapo ici, s'ils peuvent amener la diabète à être contrôlée par cette cible, hémoglobine A1C, ça veut dire qu'il y a des moins de complications associées avec la diabète. C'est la même chose lorsque vous avez l'hypertension. Si vous avez été reçu un diagnostic de haute pression, habituellement, c'est parce que vous rentrez dans la médecine familiale et ils vont mesurer la pression sanguine. Ils vont dire, oh, la pression est haute. Possiblement que tu n'as pas eu de symptômes. Mais si tu vous mettre sur des médicaments, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vous donnent pas les symptômes de la haute pression. En fait, ils vont mettre la bande de pression. Ils veulent que ça soit dans une certaine gamme de chiffres. Ici, vous avez ce chiffre dans une gamme de chiffres. En fait, ça va diminuer les complications que vous pouvez avoir dans l'hypertension. Donc, là, plusieurs années, on s'est demandé, c'est quoi la cible dans la maladie de Crohn de colitis? La plupart d'entre vous, vous le savez, sinon vous ne serez pas ici. Et cette cible, c'est la guérison de la muqueuse. Et donc, dans les autres maladies, le contrôle de s'assurer qu'on est à l'intérieur de ces paramètres amène à des bienfaits tels que soulignés et ça l'a réussi, comme déjà souligné, dans la maladie de Crohn-colite. Donc, la troisième chose que je veux que vous puissiez vous souvenir, c'est que si vous êtes intéressé à améliorer les résultats à long terme et de vivre avec le MII, c'est important qu'un de vos buts devrait être d'essayer d'arriver à la guérison de la muqueuse. Donc, on regarde la maladie un peu différemment du point de vue médecin pour la perspective du client. Donc, mais en bas ici, je crois qu'on s'aligne en termes de ce qui est important pour le patient, qui d'avoir rapidement régler les choses, de le faire sur une longue période avec des médicaments sécuritaires, d'utiliser des médicaments qui ont des bons profils de risque et de durabilité. À moins d'avoir l'éducation nécessaire, c'est d'essayer d'avoir ce but de guérison muqueuse. Donc, je dis toujours que j'ai fait mon travail lorsque les patients, en fait, viennent et commencent à me poser la question, est-ce qu'on a besoin de regarder à l'intérieur encore pour voir si ma maladie est sous contrôle? Même lorsqu'ils se sentent bien, ça me dit que j'ai bien fait mes devoirs, la bonne éducation, ou qu'ils me demandent ce que je dois leur parler. Et y a-t-il des marqueurs qui démontrent que la maladie n'est pas sous contrôle? Donc, c'est vraiment important de se souvenir qu'on a rentré un air où on part de contrôle des symptômes, qui est toujours très important, bien sûr, pour vous en tant que patient du MII, la façon que vous prenez soin de votre maladie, que votre maladie vous affecte, c'est la présence ou l'absence de symptômes. Donc, on ne va jamais perdre le vue de ça. Mais nous avons entré dans un air où le contrôle de maladie. Et ce contrôle, c'est la guérison de la cicatrisation muqueuse. Donc, je vais vous lancer des termes ici. Donc, parce qu'on va faire une transition vers des données et des preuves scientifiques ici. Donc, les points finaux, c'est ce que nous mesurons comme communauté académique lorsqu'on essaie de faire approuver des médicaments pour vous au travers des autorités de réglementation. Ils ont des définitions strictes et des points importants lorsqu'on a besoin de réussir. Et à partir de là, évoluent ce qu'on appelle les cibles. Les cibles à l'intérieur des pratiques en clinique. Et donc, ces cibles s'alignent avec ces points de validation.
Mais ce qui est important, c'est les buts à long terme. C'est le médecin et défini par le médecin et le patient. Mais le maître du traitement, c'est le patient en soi. Donc, c'est important pour vous de vous assurer que votre soignant médical comprenne quel est votre but. Évidemment, vous m'avez entendu dire, dans mon monde parfait de médecine clinique, je voudrais éduquer les patients, de s'assurer qu'un de leurs buts, c'est d'arriver à la guérison de la muqueuse. Mais pas tout notre médicament, le faire à un taux assez élevé et B, pas tous les patients ont été éduqués à croire dans ce concept de guérison muqueuse. Donc, comment notre compréhension de la guérison de la muqueuse a-t-elle changé la façon dont nous traitons le MII? Pour ceux qui ont eu la maladie MII depuis une longue durée de temps, vous avez vu un changement dans la façon que le gastro-entérologiste ou votre soignant approche votre colite ulcéreuse ou votre Crohn et colite. Et l'autre chose que vous avez remarqué, que probablement que vous avez beaucoup plus de tests et la vérification de votre maladie. Et la raison que ça arrive, c'est parce que, à cause de la valeur et l'importance que nous mettons sur la guérison de la muqueuse. Et cette importance a évolué dans le temps, c'est simplement une illustration de ce que nous connaissons. Donc, dans les années 90, à cause des médicaments qu'on avait de disponibles, les stratégies thérapeutiques, comment on traitait les patients n'avaient rien à voir avec ce à quoi l'intestin pouvait ressembler. Bon, vous êtes familier à prednisone, que ça fonctionne vraiment rapidement, diminuer les symptômes et on ne parlera pas points négatifs, mais c'est vraiment puissant à contrôler les symptômes. La raison qu'on pensait comme ça dans les années 90, c'est que lorsqu'on regardait dans les patients qui se sentaient bien après prednisone, ça n'a pas fait grand-chose pour guérir la muqueuse. Donc, en fait, on ne regardait même pas. Donc, le 30 ans maintenant, on disait qu'il y avait une façon de mesurer la guérison de la muqueuse. Et dans les années 90 et vers plus tard dans les années 90, on a commencé à développer les médicaments qui pourraient arriver à la guérison de la muqueuse. On était excités finalement. Et si on demande à un gastro-entérologue quel est un de leurs plus grands souvenirs de la... C'était la couverture d'un article qui montrait une fille de 14 ans qui disait qu'il y avait une fille qui avait le Crohn colite et qui avait une photo semblable à ce que je vous ai montré avant. Et à côté, après 3 mois de thérapie, c'était complètement normal dans la muqueuse. Et ça nous excitait parce que finalement, on avait un médicament, une thérapie qui pouvait faire que l'intestin était mieux. Et à cause de cela, et à cause de multiples autres thérapies qui se sont développées depuis ce temps, la guérison muqueuse est devenue désirable. Hein? Et si on regarde les lignes maîtresses, les guides et les recommandations, la guérison muqueuse a eu une stellette depuis. Donc, on a ces médicaments. Donc, ces buts de traitement ont évolué dans le temps. Et encore une fois, les améliorations symptomatiques seront toujours importantes entrer en rémission, de se sentir bien, sans stéroïdes. Mais dans la colite ulcéreuse, on regarde et on a cette cible que nous visons d'avoir la guérison de la muqueuse et de façon semblable dans la maladie de Crohn. Pour d'autres raisons que j'ai nommées, nous savons que si on peut réussir tout ça, on va changer l'histoire naturelle. Et ça, c'est simplement d'autres lignes maîtresses ici. Et ça peut prendre du temps, comme la guérison d'une plaie. Ça peut être endommagé, ça peut prendre du temps de guérison. Donc, c'est ce qu'on appelle le consensus SCRIDE-2. C'est des opinions experts de les différents leaders dans le monde entier que nous avons développés initialement en 2015 et ensuite on a mis à jour. Et c'est un peu une façon pour nous d'enseigner à nos collègues que lorsqu'on commence une nouvelle thérapie,
On a besoin d'avoir des cibles immédiats, que les patients s'améliorent rapidement. On va parler de biomarqueurs. Dans un instant, on a besoin de normaliser leur mouvement, les sangs, les biomarqueurs. Mais ultimement, à l'intérieur de cette première année, à long terme, ça devrait être cette cicatrisation endoscopique. Et ça s'est rendu ici des lignes maîtresses d'Europe. Toutes les lignes maîtresses et guides que nous allons voir sont mentionnées. Donc, on retourne ici. Oh non, voici un gastroentérologue. Il veut mettre une endoscopie. Encore, bon, non, je vous dis, il y a d'autres façons qu'on peut vérifier, voir si vous arrivez à la guérison de la muqueuse. Donc, la prochaine chose que je veux que vous puissiez vous souvenir, c'est qu'il y a des tests que vous pouvez faire à tous les 3 mois, 6 mois, qui vont nous donner une idée pour contrôler l'inflammation et de nous donner une idée si vous êtes en train d'arriver à la guérison de la muqueuse. Et les deux tests qu'on utilise normalement, vous devez être familier avec ça. Numéro un, c'est le C-reactive protein. C'est un test de sang qui peut être fait lorsque vous avez votre test sanguin. C'est un marqueur d'inflammation. Et l'autre, c'est le test des selles. Donc, c'est pas tout le monde ne peut pas le faire, mais le Fecal Protect en fait est très puissant, qui nous dit si nous avons le contrôle de la maladie ou non. C'est comme l'hémoglobine A1C. Lorsque les patients de ma pratique sont en inflammation, sont malades, on va le faire à tous les 3 mois pour la première année. Et même lorsqu'on est stable, on peut le faire à tous les 6 mois. Et nous savons qu'il y a deux choses. Non seulement que ça nous dit si oui ou non l'inflammation est contrôlée, mais si on l'utilise en conjoncture avec la thérapie médicale que nous avons, vous pouvez l'utiliser comme une pancarte pour augmenter le taux de guérison des muqueuses. On a publié cet article il y a quelques années où les patients divisaient un groupe dans les patients qui on augmentait leur thérapie ou introduire et augmenter leur thérapie seulement quand ils avaient des symptômes et où il y avait besoin de stéroïdes. Et dans un autre groupe qu'on a fait ces tests de sel et de sang, si c'était abnormal, malgré oui ou non, ils avaient des taux élevés, on leur donnait une thérapie. En faisant les biomarqueurs, on pouvait augmenter les taux de guérison de la muqueuse. Et qu'est-ce que ça s'est traduit à quoi à long terme? C'est pas surprenant lorsqu'on a regardé le tout. Si on pouvait pousser les taux de guérison de la muqueuse, ces patients qui ont réussi à avoir la guérison de la muqueuse, et on voyait 2 à 5 ans plus tard, ça a réduit leur chance d'avoir des résultats adverses à augmenter de 60 si c'était en rémission endoscopique et si c'était asymptomatique et mieux. Une rémission endoscopique, on pourrait réduire jusqu'à 80 Donc, c'est l'hospitalisation, l'opération et dans les complications. Donc, le Fecal Protect, c'est important. Donc, la prochaine chose que je veux que vous puissiez vous souvenir, c'est que les tests, c'est bon. Ils sont faits pour une raison. Vous devez savoir les chiffres. Voici des chiffres. Donc, tout ce qui est au-dessus de 250 habituellement est associé avec l'inflammation active. Et vous avez besoin de faire quelque chose. Il y a d'autres choses qui peuvent causer plus que 250. Vous allez parler à votre médecin pour ça, mais ça devrait être un déclencheur pour dire OK, j'ai besoin de faire quelque chose. 1 à 250, bon, c'est une zone grise. Ça peut être j'ai besoin d'un autre test en 3 mois. On voit la tendance. Possiblement, j'ai besoin de faire un autre test, un ultrason, un scope. Mais si vous êtes en bas de 100, la chance que vous avez de la maladie active est assez basse. Donc, je passais à l'avant ici. Donc, comment favoriser la guérison de la muqueuse? Eh bien, on va aller au sondage. Quelle classe de médicaments pour les MII prenez-vous actuellement? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. J'aime quand la liste, ça rallonge à tous les ans. Ça me rend heureux. Okay, a lot of patients on Beaucoup de biologics. patients qui prennent la biologique, plus de la moitié.
des patients qui sont encore sur le traditionnel modulateur. Bon, pas beaucoup de patients sont sur les stéroïdes, c'est bon. Donc, on va passer par-dessus quelques diapos ici, à part de une des choses qui est vraiment importante, c'est le concept de ce qu'on peut faire très tôt dans la maladie. Donc, tôt dans la maladie, avant d'avoir des cycles de répétition d'inflammation qui peuvent amener les dommages, on peut réussir, on peut symptomatiquement être mieux, un plus haut niveau de guérison de la muqueuse. Ce concept de la fenêtre d'opération, où ce qu'on vous traite plus tôt, est super important. Dans les maladies plus tard, si on veut, vous avez des complications plus tard ou tardives, vous avez déjà eu des opérations. Des fois, il y a seulement tant de choses qu'on peut faire. Numéro un, c'est que la guérison muqueuse est plus basse, même si vous utilisez les mêmes médicaments. Numéro deux, possiblement que vous avez expérimenté ça avec la maladie du Crohn. Si vous avez la colite ulcéreuse dans une poche, vous avez des symptômes de résidus à cause de l'opération. Donc, possiblement jamais retourner à être complètement normal en termes de symptômes. Pardon. Ce qu'on aimerait faire de façon idéale, on aimerait vous prendre lorsque vous êtes actif, on devrait faire des tests qui ne sont pas évasifs. Et si les tests sont abnormaux, on aimerait vous parler à propos de soit intensifier ou une transition de votre thérapie à quelque chose qui va contrôler l'inflammation mieux et ultimement arriver à la guérison de la muqueuse. Donc, il y a trois choses vraiment importantes. Il y a quelques-unes. Vos médecins vont les discuter avec vous. Pour l'intervention précoce, les thérapies qui sont associées avec la guérison de la muqueuse, aussitôt que possible au cours de la maladie, très tôt comme intervention précoce. C'est pour cette raison que je crois lorsqu'on parle des thérapies avec les patients qui sont comme, OK, possiblement, je vais faire 2, 3, 4, 5 mois, je dis, non, tu sais quoi, si on va prendre la décision, on va le faire maintenant. Encore une fois, le feu de forêt, l'analogie, ça brûle. Si j'attends 2 jours avant de mettre quelque chose sur le feu, alors un autre 5, 10 ou 15 acres viennent de brûler. Donc, cette intervention précoce est vraiment importante. Le treat the targets, cibler le dommage. Et ce contrôle de vérifier les tests et les selles, c'est la façon qu'on peut actuellement arriver au plus haut niveau de guérison de la muqueuse. Et comme j'ai dit, d'utiliser les médicaments qui ont démontré une réussite à ce niveau. Donc, c'est vraiment la nouvelle route ici. On caractérise le patient, on vous dit si oui ou non on croit que votre maladie va progresser, on vous parle, on essaie de préparer des buts communs, voir quel traitement qu'on va utiliser pour arriver à ces buts. On fait la surveillance de la réponse, si on veut, et on ajuste aux besoins. Et une chose qui est vraiment importante lorsqu'on fait la transition dans la thérapie, c'est une chose que je ne peux jamais dire aux patients, c'est quel est le bon médicament pour le patient individuel. Même si j'ai toutes ces données devant moi, le bon médicament pour un patient individuel, c'est le médicament qui va fonctionner, qui va faire améliorer les symptômes, pour rentrer dans la guérison de la muqueuse et que vous êtes heureux de prendre à long terme et qui ne vous donne aucun effet secondaire. Et lorsque nous avons cette discussion sur décider le traitement, je n'ai pas de boule de cristal pour me dire pour vous en tant qu'individu à quoi ce médicament ressemble. Donc, c'est frustrant pour nous en tant que médecins. Je peux seulement imaginer à quel point c'est frustrant pour les patients. Donc, nous avons besoin de nous améliorer. Bon, je vais faire une transition maintenant à propos des thérapies et le CCC m'a demandé de parler un peu du développement de l'autorisation des médicaments au Canada. Je crois que c'est vraiment important pour quelques raisons. Si vous n'avez jamais été exposé à cette information, ça peut vous donner une idée de combien de temps ça prend, non seulement pour développer un médicament, mais les étapes que ça prend.
Et surtout ce qui a trait à des choses comme la sécurité. Et l'autre partie, parce qu'on va vous montrer 6 stages, votre opportunité d'être des défenseurs des fois, parce que même après avoir eu du succès et à développer un médicament et ou démontrer que ça fonctionne, il y a multiples étapes après ça qui prennent une période de temps. Que personnellement, je crois que c'est pas juste avec les patients avec les maladies graves. Donc, le premier stage 1, c'est vraiment la découverte. Donc, ça arrive avec des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi et qui cette bande dessinée que je vous ai montrée avec toutes les flèches et tout, ils regardent différentes cibles à l'intérieur du système immunitaire pour dire, tu sais quoi, si on peut développer une thérapie qui va cibler cette partie, possiblement que ça pourrait fonctionner. Donc, sur cette note, ils développent, identifient différentes substances qui peuvent être utilisées pour traiter certaines maladies. Lorsqu'ils les développent, ces thérapies, ils vont chercher non seulement ce qu'on appelle les activités précliniques, mais aussi, y a-t-il quelque chose par l'introduction de ça dans les humains qui pourrait causer la toxicité ou des problèmes? Donc, c'est la première chose. Et ce type de recherche arrive. Et ces médicaments ne se rendent jamais aux prochaines étapes. Une fois qu'ils ont trouvé quelque chose qui est promoteur ou une combinaison des composés promoteurs, ils vont déterminer s'ils poursuivent leur recherche pour déterminer s'il pourrait être développé un médicament qui nous amène au stage 2, où une fois que ça arrive, on passe de la théorie à développer une thérapie. Ces thérapies sont mises en épreuve sur les animaux, sur les MI, c'est surtout les souris, ou des systèmes cellulaires particuliers pour déterminer les avantages et les risques, même avant que les humains soient exposés. Si à ce stage, c'est comme on a passé de la théorie, maintenant on a passé de la théorie dans un animal, et là il semblerait que c'est promoteur. Alors, les chercheurs peuvent soumettre aux autorités de réglementation comme Santé Canada pour faire des tests cliniques humains. La prochaine phase, c'est en fait l'essai clinique. Et dans l'essai clinique, il y a en fait 4 différentes phases dans l'essai clinique. La phase 1, c'est euh, la thérapie est testée, le médicament sur un petit groupe d'individus en bonne santé, afin de déterminer une plage de dosage sûre et d'identifier tout effet indésirable. Et c'est à multiples doses. Donc, un peu du médicament ici, un peu plus et un peu plus, où on croit qu'il y a un effet thérapeutique. Et c'est toujours fait dans ce qu'on appelle dans les contrôles. Si c'est on voit qu'il n'y a aucune problématique, toxicité ou problème de santé. Ensuite, c'est introduit dans les patients qui ont la maladie d'intérêt. Et ce qu'on appelle la phase 2, ces tests sont ce qu'on appelle des tests de médicaments sur des groupes plus larges. Euh, en phase 1, on est d'aller jusqu'à un niveau acceptable de tolérance. Et ensuite, numéro 2, de voir c'est quoi la meilleure dose pour contrôler la maladie. Une fois que la dose est identifiée, et ensuite, ça rentre dans la phase 3, qui confirme l'efficacité du médicament sur un groupe encore plus large et recueille des informations supplémentaires pour une commercialisation sûre. Et c'est ces études, cette phase qui va approuver la thérapie. Donc, dans la MII, pour avoir une thérapie approuvée, on doit passer par tous ces différents stages et on a besoin de 2 études d'induction pour un manque de mots, 2 études qui démontrent que la thérapie peut améliorer la santé des gens et typiquement de façon traditionnelle, les changements symptomatiques. Plus récemment, une étude qui, est-ce que ça peut améliorer? 2 études qui améliorent le tout. Et la phase 4, c'est fait après que l'approbation du médicament est faite afin de recueillir plus d'informations sur les avantages et les risques à long terme sur ces différents patients.
pour voir les effets secondaires qui sont très rares, d'avoir une meilleure compréhension du risque et des avantages. Donc, voici une question pour vous tous. Quelle est la durée maximale du processus de revue et de décision des médicaments de Santé Canada, durée maximale estimée pour être approuvée ou refusée? 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Médicament, c'est promoteur, ça a été positif dans l'essai phase 3. Il va y avoir un impact sur les patients avec la maladie d'intérêt. Bon, il y a beaucoup de sceptiques ici. Donc, c'est pas 5 ans, mais c'est entre 1 et 2. Donc, je crois quand même en certaines maladies que c'est une longue période de temps, en fait, pour faire une revue d'un médicament. Bon, ça, c'est simplement Santé Canada. On a fait les essais phase 3, soumis à Santé Canada. On attend 1 à 2 ans pour que Santé Canada puisse approuver le médicament. Disons que le médicament est approuvé finalement. Donc, une fois que le médicament, la compagnie soumet le médicament et reçoit une licence pour une revue. Il y a des réunions de soumission. Si c'est un nouvel médicament, on peut avoir un chemin rapide, une revue rapide. Ça n'arrive pas normalement, mais comme je l'ai dit, ça prend à peu près 1 à 2 ans pour Santé Canada à faire une revue de ces dossiers. Maintenant, après que le médicament est approuvé, vous pouvez voir de la stage 4. Ensuite, vous avez besoin de voir comment que le médicament va être relâché dans le public. Et comment le médicament va être payé par différentes provinces. Actuellement, quand un médicament est approuvé par Santé Canada, ce qu'on appelle une note de conformité, la plupart des payeurs privés, donc les assureurs privés, vont prendre le médicament assez rapidement. Mais si vous êtes sur un plan provincial, vous n'avez pas un employeur qui a une compagnie privée. Donc, ça doit passer par un autre processus. Donc, c'est là où il y a un disconnect entre des patients qui ont des assurances privées, peuvent avoir des médicaments immédiatement, mais si vous êtes sur un plan médical provincial, vous allez devoir attendre plus que 1 à 2 ans. Et ça, vraiment, c'est à propos de négociations entre le manufacturier de ces thérapies et les provinces sur ce que les provinces sont prêtes à payer en votre nom pour un médicament en particulier. Et ça a plusieurs stages aussi. Donc, combien de temps faut-il pour que les professionnels de la santé puissent prescrire un médicament récemment approuvé pour le marché canadien avant de prescrire le médicament immédiatement, 1 à 2 semaines, 3 à 4 semaines, plus de mois, cela dépend des différents facteurs. Oui, ça dépend sur beaucoup de facteurs et j'ai rapporté un de ces facteurs, si les assurances privées immédiatement ou dans quelques semaines, comparé à si vous avez l'assurance publique. Et ensuite, il y a ce dernier stage où ça dépend de la compagnie, le fabricant, pour s'assurer que le médicament est utilisé correctement. C'est vérifier pour qu'il n'y ait pas de mauvaise publicité, vérifier les rapports après que le médicament est lancé pour être sûr qu'il n'y a aucune réaction néfaste. Donc, il y a beaucoup de réglementation alentour de tout ça. Ce n'est pas comme une compagnie de médicaments qui peut dire OK, n'importe quoi qu'ils veulent. Et la seule chose qu'ils peuvent dire pour ceux qui font la prescription, et ce n'est pas direct aux consommateurs, mais c'est ce que Santé Canada a souligné dans ce qu'on appelle leur étiquette. Donc, sur ça, maintenant, comme j'ai dit, il y a des nouvelles thérapies émergentes pour les MII qui seront lancées. Je vais me concentrer sur 2 d'entre elles ce soir. Donc, la première chose que je veux vous montrer, en haut de ce tableau chronécolite, il y a différents médicaments qui sont sur le marché. Tout sauf la dernière colonne. Inclut la dernière colonne qui est le nouveau médicament. Et à gauche, complètement ici, c'est comment ils ont été approuvés par les autorités de la santé. Et la raison que je souligne ça ici, c'est parce que la plupart des médicaments Humira,
Entyvio et ses biosimilaires, Stelara, ils ont tous été approuvés basés sur s'ils pouvaient avoir les symptômes, vous améliorer de façon symptomatique. Et votre question devrait être, OK, Dr. Pelliccioni, je crois que la guérison muqueuse était la plus importante. C'est important, mais ça prend du temps pour que les agences de réglementation puissent reconnaître l'importance de ça. Et nous avons parlé de ces nouvelles thérapies, Risankizumab, qui est disponible au Canada, Skyrizi. C'était la première thérapie qui non seulement devait être approuvée, non seulement faisait que les patients étaient mieux symptomatiquement, mais il devait démontrer que ça pouvait amener la guérison de la muqueuse. Ce qui est unique de ça, c'est que la barre par laquelle ce médicament a été approuvé est plus haute que toute autre barre qui a été mise devant les autres thérapies, qui veut dire que pour réussir, les patients qui ont rentré dans cet essai, ils devaient tous avaient des mycoses endommagées pour commencer. Maintenant, nous savons le vrai potentiel de la thérapie des médicaments. Et ça, c'est semblable à la colite ulcéreuse aussi, où en commençant avec, je dirais, le 10 ans, on avait commencé à poser la colite qui était plus récent, mais on a regardé la guérison de la muqueuse. Ça ne veut pas dire que les médicaments qui sont disponibles, ici je vous montre Humira à la gauche et Stelara à la droite, ne réussissent pas la guérison muqueuse. Mais oui, dans le cas des patients pour Humira, biosimilaire de Humira, parce qu'on croit que c'est le même, mais un peu moins ici avec Stelara. C'est des comparaisons indirectes. Lorsqu'on fait une étude tête à tête, ils sont à peu près le même. Dans la définition, jusqu'à récemment, était un peu différent. Vous pouvez voir la guérison muqueuse, les différents essais qu'on a faits, est un peu partout sur le tableau, mais généralement, 25 ou 30. Maintenant, on a rentré dans ce genre de nouvelle ère où, à cause de ce qu'on comprend dans le système immunitaire, nos thérapies sont devenues de plus en plus ciblées. Et c'est quasiment comme l'analogie d'une bombe intelligente où c'est vraiment guidé à une région du système immunitaire. Pourquoi c'est important pour développer des thérapies de cette façon? Parce que le plus ciblé que la thérapie est, le mieux on est confiant qu'on va réussir nos cibles et nos buts. Et l'autre chose que ça va faire, c'est qu'il va y avoir moins d'effets secondaires. Aussi, ce désir, beaucoup des nouveaux médicaments sont soit intraveineuses, ou des injectables pour développer plus de thérapies ciblées qui sont des pilules, et nous allons en parler dans un instant. Donc, je crois que ça, c'est la plus grande percée ici dans les maladies immunitaires, pas seulement le MI, mais avant, on croyait que le système immunitaire, comme les maladies de la peau, des joints et le MI était vraiment similaire. Mais, encore une fois, les gens beaucoup plus intelligents que moi ont reconnu que dans le MII et dans la peau, un des facteurs motrices, c'est interleukin 23. Et c'est central pour pousser l'éponge immunitaire. Et ce bel article, pas qu'on pourrait s'attendre de la lire, mais en 2021, qui décrivait le tout. Et c'est un peu d'expliquer l'image du spaghetti ici, si on veut, avec tous les différents cellules immunitaires. On voit multiples niveaux ici que j'ai encerclés. L'île 23, interleukin 23, qui joue un rôle pivot. Et la pensée, c'est que si on peut bloquer le 23 de façon sélective, on peut avoir un grand impact pour traiter la maladie de la colite ulcéreuse. Et certainement, dans la psoriasis, qui est une autre maladie de la peau, et la plupart d'entre vous, probablement, vous reconnaissez la psoriasis lorsque ce médicament a rentré dans la psoriasis, dans cette cible, ça a révolutionné
le monde de la psoriasis. Non seulement qu'ils ont eu des études seules qui démontraient que c'était hautement efficace à court terme et à long terme, mais aussi c'est allé tête à tête avec toutes les autres thérapies qui avaient été utilisées dans la psoriasis et dans ce qu'on appelle dans des études tête à tête. Dépasser toutes les autres thérapies qui étaient utilisées auparavant. Donc, ces médicaments, Inclizumab, Stelara, Skyrizi, dans les médicaments semblables, ont révolutionné la psoriasis où la pensée de complètement éclairer la peau, c'est quelque chose qui est une réalité. Donc, c'est maintenant étudié dans la maladie de Crohn et approuvé dans l'automne et maintenant disponible. Donc, je veux souligner encore que c'est la première étude qui regardait non seulement à améliorer les patients, mais qui regardait aussi les endoscopies comme un résultat. Le médicament est donné de façon intraveineuse durant la phase d'induction sur 12 semaines et ensuite subcutané à toutes les 8 semaines. Et ça, c'est l'étude au complet ici. Quels sont les faits saillants de ce médicament? Ça fonctionne très rapidement. Souvenez-vous que j'ai dit que sur la guérison muqueuse, c'est quelque chose qu'on voulait réussir à long terme durant l'année. Ça peut le faire à l'intérieur de 3 mois. Ici, non seulement que ça a rencontré tous ces cibles, mais les patients s'améliorent rapidement. Ça peut guérir la muqueuse à l'intérieur de 3 mois. Ça peut le faire dans les patients qui n'ont jamais vu une thérapie avancée comme un biologique, dont on vous a posé la question. Et ça peut le faire sur les patients qui ont été sur les biologiques, un anti-TNF ou les OMAB, un TIVIA, ou même si c'est un médicament cousin, même ceux qui ont été sur Stelara. Et ce qu'on a vu, non seulement que cela fonctionnait rapidement, mais lorsqu'on a regardé des réponses endoscopiques, surtout chez ceux qui n'ont pas été sur une thérapie avancée, la moitié des patients pouvaient avoir une réponse endoscopique qui faisait que tous ces intestins pas beaux pouvaient être 50% mieux. Et un tiers d'entre eux, s'ils n'ont jamais été sur un biologique, vont en fait être en remission à la fin de 12 semaines. Et si on regarde à long terme, quand les patients continuent dans les injectables, ça a performé de façon semblable. Donc, vous pouvez voir ici la rémission endoscopique, la guérison de la muqueuse. La moitié des patients qui n'avaient jamais vu un biologique, ont pu réussir en plus d'un tiers. Et souvenez-vous, les médicaments qu'on avait, qu'on réussissait ces niveaux, seulement dans 25% de cette population de patients. Et ça continue à travailler dans le temps. Et à la fin, ça démontre que c'est bien toléré et acceptable. Donc, pour nous, en tant que médecin, ça va changer la donne. Et la raison, c'est parce que ça livre tout ce qu'on pour nos patients dans un médicament qui a un très haut bienfait à comparer au risque. Et à l'intérieur de cette étude, et c'est probablement la chose la plus importante parce que ça a eu les patients, ils se sont améliorés rapidement dans 3 mois, incluant l'endoscopie et la guérison de la muqueuse. Si on regarde les patients d'ici la fin de l'année, il y avait déjà eu un impact comparé à ces patients sur les placebos pour réduire les taux d'hospitalisation et d'opération. Donc, c'est un exemple ici d'un patient dans l'essai. Donc, ça ressemble un peu à cette image que je t'ai montrée avant, où le patient est rentré, il y avait des symptômes, l'intestin avait de l'air endommagé, et ça, c'est dans les premières 12 semaines de thérapie, et ça, c'est maintenant après 52 semaines dans l'intestin. Et c'est ce qu'on devrait vraiment viser pour vous en tant que nos patients avec la maladie de colite ulcéreuse. Et si vous faites vos méthodes statistiques complexes, on regarde quelles sont les thérapies les plus efficaces qu'on a testées, ce médicament et Infliximab, Remicade, les biosimilaires sont les plus efficaces que nous avons jamais testés. L'autre façon de s'y prendre, c'est que lorsqu'on ne sait pas,
parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent pousser l'inflammation de l'extérieur de la cellule. Cytokines, ils vont signaler un même chemin qui s'appelle Janus kinase, ou le JAK, inhibition sélective. Quand on pense à le signal de l'extérieur, de l'intérieur de la cellule, c'est comme une porte, et en référence à Janus, le dieu romain. Si on peut bloquer les portes qui dit d'envoyer le message aux cellules pour être une cellule en collapse, pour causer l'inflammation, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Donc, c'est simplement un dessin avec cette explication. Donc, c'était étudié dans la colite ulcéreuse qui était approuvée aux États-Unis en avril dernier et devrait être approuvé bientôt ici au Canada. Ce qui dénote cette thérapie, c'est que c'est une pilule orale qu'on prend une fois par jour. Ça fonctionne très, très rapidement. Probablement sur n'importe quelle thérapie qui a été étudiée, ça travaille le plus rapidement. Il y a une action semblable aux stéroïdes, où plusieurs de mes collègues vont parler possiblement, on n'a pas besoin d'exposer les patients aux stéroïdes parce que ceci fonctionne si rapidement. Et aussi, ça fonctionne dans une grande proportion de patients, qui veut dire que après 8 semaines de thérapie, le 3/4 des patients vont en fait répondre, et la moitié d'entre elles vont être en remission. Et ça continue à long terme. Et c'est pour vous montrer à quelle vitesse que ça fonctionne. Si vous avez la colite ulcéreuse, c'est d'avoir une fréquence de sel durant une inflammation moins de égale à 1, le saignement rectal, de ne pas remarquer de saignement et d'avoir aucune urgence de sel ou le besoin d'aller aux toilettes. Donc, en vert, ici, c'est la proportion des patients qui ont réussi le point final. Et vous pouvez voir qu'à l'intérieur, entre 1 ou 3 jours, les patients réussissent en fait aucune diarrhée, aucun saignement, et l'urgence part. Donc, lorsque ça fonctionne, dans une proportion des patients, à l'intérieur de 2 semaines, 50 à 60% vont avoir une absence complète de ces symptômes. En particulier, et ça, c'est l'amélioration endoscopique de ce que vous pouvez voir ici. C'est à long terme, 2 tiers des patients vont avoir les intestins qui vont être beaucoup mieux. Ça ici, c'est aussi été étudié dans la colite et sera libéré cette année et semblable pour une pilule orale. Donc, c'est le premier avancement de thérapie orale pour le Crohn et colite ulcéreuse. Donc, ça travaille avec les patients qui n'ont jamais été exposés aux biologiques, et ceux qui ont été exposés aux biologiques dans la maladie de Crohn, ça fonctionne très rapidement aussi. Il y a des effets secondaires considérés que vos médecins, vos soignants vont vous expliquer aussi. Ça, c'est simplement regarder les bienfaits versus les risques. Il y a des effets secondaires, mais encore une fois, ils ne sont pas, ils arrivent à des taux très bas. Donc, dans la patiente appropriée, le bienfait comparé au risque est très favorable. Donc, je vais terminer sur ce point. La guérison muqueuse est notre but. Je crois qu'on a besoin d'utiliser notre boîte à outils pour rencontrer ce but plutôt que plus tard. Et la raison, c'est que la guérison muqueuse est associée avec un bon nombre de résultats à long terme. Nous avons besoin d'introduire des thérapies efficaces très tôt. On a besoin de s'assurer qu'on contrôle la maladie, qu'on s'assure qu'on n'a pas d'inflammation en faisant ce type de contrôle ou de vérification, et de vraiment augmenter la thérapie et d'optimiser, de les changer pour que puissiez vous arriver à une guérison de la muqueuse. Et tel que mentionné au début, dans l'introduction, ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas un substitut pour la discussion, les prises de décision que vous prendrez avec vos propres soignants, mais on l'espère que vous avez été éduqués, que vous pouvez ramener des choses avec vous à la maison pour vous aider et guider
vos propres thérapies personnelles et votre parcours avec votre maladie. Et sur cette note maintenant, on va aller au temps de questions-réponses. Merci beaucoup, docteur, toute cette information et je suis sûr que beaucoup de gens ont regardé ou vont regarder l'enregistrement. Il y avait beaucoup de questions, en fait, qui ont rentré durant votre présentation, donc j'ai mis ça de côté. Mais on va commencer avec les questions qui ont été soumises à l'avance par vous tous dans l'inscription. Donc, la première, quels médicaments sont recommandés pour traiter les selles molles et liquides fréquentes ou la diarrhée dans le MII? Bon, deux facettes ici à la réponse. Celui qui pose la question va jouer le médecin ici. Bon, OK, aidez-moi ça. Donc, nous, toi et moi, on a besoin de déterminer pourquoi que vous avez la diarrhée. Et il y a deux raisons. Premièrement, le MI n'est pas bien contrôlé. Donc, l'inflammation dans la mucose vous cause une diarrhée. Donc, si c'est le cas, vous avez besoin d'une meilleure thérapie pour contrôler l'inflammation. De l'autre côté, il y a des instances où votre maladie est bien contrôlée et vous avez quand même une diarrhée. Et ça tombe dans à peu près 4 grandes catégories. Premièrement, rien à voir avec le MII et ça peut être une infection, par exemple, incluant des infections chroniques et des infections chroniques que nous avons. On a ça dans le camping. Et numéro 2, ça peut être dû à ce qu'on appelle les bactéries dans le petit intestin, si vous avez une opération dans la maladie de Crohn ou votre bactérie de votre grand intestin rentre dans le petit intestin et ça cause, ne sont pas supposés être là, ça peut causer des symptômes, incluant la diarrhée. Donc, dans ces cas, est-ce que vous avez des bactéries et est-ce que ça a besoin d'être traité? Numéro 3, lorsque vous avez la bronchiolite, dépendant de où, si vous avez eu cette opération, il y a certaines substances, particulièrement bioacides, qui ne sont plus absorbées correctement parce que vous avez perdu ce segment de votre intestin. Et à cause de cela, vous pouvez quelque chose pour combattre ça. Vous avez certaines stratégies. Est-ce que vous avez de la diarrhée? Et puis à peu près 40% des patients, ça peut être pour superimposer le syndrome de l'intestin irritable et le MII. Vous êtes sur une thérapie, votre inflammation est contrôlée, les biomarqueurs sont normaux, on a regardé, on a fait des rayons X et tout est beau. Possiblement que vous avez un côlon irritable et une stratégie pour ça. Donc, la première chose, c'est de poser la question pourquoi? Et ensuite, quel médicament vraiment dépend sur la réponse au pourquoi et votre soigneur peut vous aider. Merci. Prochaine question. Comment faciliter la guérison de l'intestin par le régime alimentaire et la nutrition? C'est une très bonne question, donc merci à la personne qui a posé cette question. Avec la preuve que nous avons en ce moment, il n'y a pas de diète particulière qui a été associée avec la guérison de l'intestin. Vous allez lire beaucoup de choses en ligne. Une partie de la raison, c'est simplement parce que, comme je disais auparavant, d'essayer de contrôler l'inflammation. Bon, un bon ami à moi, par exemple, Jim Lewis, l'Université de Pennsylvanie, a fait une étude extraordinaire pour l'intervention des diètes bien contrôlées et tout. Et ce que ça a démontré, c'est que les patients, de façon symptomatique, se sont améliorés à comparer à si vous étiez un placebo. Ce que ça ne montrait pas, c'est que ces marqueurs d'inflammation, ou si on regardait à l'intérieur, ne changeaient pas du tout, malgré les symptômes qui s'amélioraient. Et ça, c'est probablement l'étude la plus moderne qui a regardé le tout. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas utiliser la diète pour vous aider à contrôler vos symptômes ou comme une stratégie jumelée avec votre soignant de
promouvoir une vie saine, parce que je le crois dans tout ça, mais d'essayer d'utiliser simplement la diète à elle seule là, pour essayer de promouvoir la guérison, malheureusement, n'a jamais été démontré. Et il y avait une question dans le chat aussi. Donc, en plus de, bon, comme tu as mentionné, la diète à elle seule, possiblement n'est pas nécessairement pour promouvoir la guérison de la muqueuse intestinale. Mais y a-t-il d'autres styles de vie, d'autres facteurs qui peuvent être utilisés pour faire la promotion de la guérison de la muqueuse intestinale? Non, pas à elle seule, pas dans ce qu'on appelle dans le parallèle. Bon, où est-ce qu'il y a de la recherche intéressante? Il y a un groupe d'entre nous dans le monde entier qui discutons ça ce matin et très tôt sur un appel. La diète et le style de vie changent. Les changements sont encore dans cet environnement. Et ce qu'on aura besoin de faire, c'est de contrôler l'inflammation avec encore une sorte de thérapie de médicaments. Bon, et d'utiliser la diète, la nutrition, les changements de style de vie comme un parallèle pour s'améliorer mieux que les médicaments à elles seules. Ce qu'on essaie de faire, c'est de développer des stratégies où on dit, OK, bon, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser une thérapie très efficace à elle seule dans un groupe et utiliser une autre thérapie très efficace et de dire une diète en particulier dans un autre groupe pour voir si la diète rajoute quelque chose à la limitation de nos thérapies. Et ça non seulement que la diète et la nutrition, mais d'autres styles de vie changeantes. La prochaine question. Existe-t-il des suppléments connus pour favoriser la cicatrisation de la muqueuse intestinale? Bon, c'est la même chose ici, dépendant. C'est un peu différent ici parce que il y a, dépendant, c'est quoi les suppléments. Bon, disons que si on pense à curcuma comme un supplément, que vous pouvez avoir du curcuma en tablette ou pilule, il y a une preuve pour le curcuma, mais c'est plus les, les effets anti-inflammatoires que ça a, qui contrôlent l'inflammation, que, que de favoriser la guérison, la cicatrisation de la muqueuse intestinale. Et la deuxième chose intéressante, le curcuma, c'est probablement l'exemple primaire dans la colite ulcéreuse présentement. Donc, ça peut vous aider. Encore une fois, je ne veux pas dire que ça soit pris comme prendre du curcuma tout seul, d'arrêter toutes les autres thérapies, mais comme supplément, ce serait un exemple là, où ça peut aider à promouvoir la cicatrisation de la muqueuse intestinale ou la guérison de la muqueuse intestinale. Et les enzymes intestinales et probiotiques, il y a des gens qui ont posé la question sur ça aussi. Donc, les enzymes de digestion, par exemple, la façon qu'ils vont aider à court terme lorsque la muqueuse est endommagée pour vous aider à digérer votre nourriture ou si la muqueuse à répétition ne retourne pas à sa fonction normale et est endommagée. Il y a certains patients qui vont bénéficier des enzymes digestives, mais d'autres patients avec la maladie de colite, ceux qui ont le pancréas qui ne fonctionne pas aussi bien à cause de l'inflammation chronique et les enzymes de digestion peuvent aider. La partie probiotique, les probiotiques ont été étudiés de façon extensive. On en a étudié dans les contrôles randomisés. Ils tombent dans la catégorie de peut améliorer les symptômes, mais probablement n'améliore pas la maladie. Donc, les probiotiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont équilibrer chez les patients dans ce qu'on appelle la dysbiose, qui peut être due à l'inflammation, peut être due à certaines chirurgies. Ils ont tendance à rééquilibrer l'environnement dans l'intestin. Donc, l'intestin est plus heureux, tu n'as pas aussi de gonflement et des fois la diarrhée et les crampes. Et pour ceux qui sont intéressés dans les suppléments, on a mentionné en mai, on a la prochaine Gutsy Learning. On va parler de curcuma et des différentes thérapies intéressantes aussi. Donc, vous pouvez vous joindre à nous pour ça. Bon, la prochaine question. Les prestataires de soins de santé prescrivent-ils les médicaments utilisés pour traiter les MI dans un ordre précis?
Bonne question, c'est une très bonne question en fait. Et possiblement, si je peux avoir la liberté, on a besoin, on rencontre d'autres patients, ils ont une variété de médicaments, et vous vous grattez la tête aussi, pourquoi est-ce que Jane est sur ce médicament-là et pourquoi est-ce que Joe est sur l'autre médicament? Nous avons tous les deux Crohn colite et on est différents médicaments. La réponse facile ici, c'est non, parce que de prendre des décisions en ce qui a trait les types de médicaments, c'est complexe. Ça dépend de quelle maladie, Crohn colite ou colite ulcéreuse, où est la maladie et la sévérité ou l'agressivité. Mais de façon plus importante, comme j'ai dit dans la discussion, on ne sait pas laquelle va fonctionner pour l'individu. Quels sont les buts de la thérapie et quelles sont la valeur importante pour le patient, que les patients veulent voir dans leur thérapie. Et ces valeurs sont différentes. Sont différents pour certains patients. Certains patients mettent beaucoup de valeur dans la façon que le médicament est administré, une thérapie est administrée. Il y a beaucoup de patients qui mettent de la valeur sur l'expérience que le médecin a avec une thérapie. En particulier, certains patients sont plus concernés avec la sécurité, par exemple. Et il y a une perception possiblement qu'une thérapie est plus sécuritaire qu'une autre. Donc, tout ça rentre en ligne de jeu. En tant que médecin, est-ce que je crois qu'il y a certaines thérapies en 2023 qui sont plus efficaces que d'autres thérapies, étant donné la preuve? La réponse, c'est oui. Et donc, lorsque je vais rentrer dans cette discussion avec mes patients, que ce soit la première ligne ou la deuxième ligne, je vais avoir une ordre particulière dans ma tête. Mais ça ne va jamais superséder la valeur du patient. C'est tout à propos de l'éducation du patient. Je peux les guider, mais comme je dis aux patients, on a besoin, la chose la plus importante, on a besoin de prendre une décision et d'intervenir assez tôt dans le processus. Et si cette décision n'est pas la bonne décision de la perspective de l'amélioration, alors on a besoin d'être en accord ensemble et on va pivoter vers quelque chose qui va améliorer la situation. Mais le point de départ n'est pas toujours dépendant du patient. Il y a très peu de fois où je dis toujours, je suis paternel, on va dire non, je n'utilise pas ce médicament et voici pourquoi. Oui, c'est juste. Je crois que cette question a été posée aussi, parce qu'il y avait des commentaires aussi qui, dépendant de la province de payeur, certains médicaments ne pourront pas être couverts s'ils ne prennent pas certains médicaments, premièrement, des étapes. Et oui, ça, c'est un bon point. Merci d'avoir souligné ça. Si quelqu'un l'a souligné, en fait, dans les temps de questions-réponses. Et c'est absolument vrai. Certains médicaments qui ne sont pas disponibles dans certaines provinces simplement à cause du processus d'approbation, c'est frustrant lorsqu'il y a certaines limitations sur ce qu'on peut prescrire, mais il y a aussi des façons de parler à notre soignant sur comment naviguer ce monde complexe. Oui, merci. Donc, on est quasiment arrivé à 8h30, heure de l'Est. Donc, je vais aller à quelques questions dans le chat pour la dernière, particulièrement sur Skyrizi. Est-ce que ça a été étudié chez les enfants ou les adolescents affectés par le MII? Je ne sais pas si ça a déjà été mentionné. Oui, l'étude. OK, donc l'étude sont chez les individus qui ont 18 ans et plus. En fait, il y en a de 16 ans, en fait, mais pas chez les enfants moins d'adolescents, d'âge adolescente. Et c'est le cas habituellement, qui veut dire que les études pédiatriques n'arrivent pas pendant plusieurs années après les rapports et plusieurs années après les données adultes sont arrivées. Donc, je sais que le médicament a été utilisé dans la pédiatrie et si vous êtes un parent d'un enfant, et je crois que vous pouvez discuter ça avec votre soignant.
au travers des années, beaucoup des thérapies que nous avons mentionnées ce soir ont été utilisées dans la population pédiatrique avant que les essais ont sorti. La chose la plus importante, c'est toujours penser à la sécurité des enfants. Et donc, encore, ça vaut la discussion avec votre médecin, votre soignant. C'est ce qu'on dit hors étiquette. Est-ce que j'aurais des préoccupations d'utiliser Skyrizine dans l'âge pédiatrique? La réponse serait non. Et certainement, je connais mes collègues qui ont des grands centres de pédiatrie, MII, ont utilisé Skyrizine chez les enfants. Merci. Est-ce que c'est disponible? C'est habituel. Habituellement, c'est disponible de façon compassion entre le fournisseur et le manufacturier du produit. Je crois que c'est tout le temps que nous avons pour les questions, mais merci encore, docteur, d'avoir été avec nous ce soir et beaucoup d'informations précieuses qu'on va recevoir. Donc, si la question n'a pas été répondue, on n'a pas pu s'y rendre, envoyez-nous un courriel à chroniclelettre.ca. On peut vous suivre directement pour avoir votre question répondue. Merci tout le monde. Merci. Et pour mettre fin au webinaire, j'aimerais faire l'évaluation pour voir où les gens atterrissent avec leurs connaissances par rapport aux médicaments et depuis qu'on a eu le webinaire a eu lieu. Donc, je vais vous donner quelques instants pour donner vos réponses. OK. Définitivement plus faire se sentir plus confiant et connaissant. Merci, docteur Pancioli. Merci. Bonne soirée tout le monde. Et avant de terminer rapidement ici pour la bourse d'études, si vous connaissez quelqu'un qui est affecté par le MII ou le colite ulcéreuse et pour son éducation post-secondaire, donc nous vous encourageons de vous appliquer à la bourse pour. Il y en a 15 bourses, une valeur de 5 000 chaque. Et l'échéancier, c'est le 15 mai. Donc, assurez-vous d'avoir l'application de rentrée avant le 15 mai et ne laissez pas cette opportunité passer si vous, quelqu'un que vous connaissez est éligible et vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web aussi. Et Colite Canada offre aussi, encore une fois, le camp d'été Got to Go. Et ça, c'est vraiment une belle opportunité pour les enfants, les ados qui sont affectés par ces maladies, de rencontrer d'autres qui savent c'est quoi, de vivre avec un MII. Et il y a plusieurs activités intéressantes. C'est un camp. Et vous voulez apprendre les différentes localisations dans l'Est, le central ou l'Ouest du Canada, visitez chroniclelettecanada.ca/camp ou scannez le code QR ici sur l'écran. Et comme toujours, faites-nous savoir comment nous étions et ce que vous aimeriez voir rapporter dans les prochains événements. Donc, vous allez voir un sondage ici sur l'écran.